Now let's go. Florian Gomet, bonjour. Bonjour Kevin. Merci d'accepter de participer à ce congrès sur l'immunité. Donc, moi, je tenais absolument à te faire intervenir. Pour moi, je ne sais pas dans quelle catégorie te mettre. Je ne sais même pas s'il y en a une dans laquelle tu pourrais te situer. Pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui expérimente les choses, quelqu'un de terrain. Enfin, tu es vraiment un faiseur. Tu écoutes, tu lis, mais tu appliques très vite. Et c'est ce que j'aime. Il y en a beaucoup qui passent du temps à s'informer, mais qui n'appliquent pas. Et moi, j'aime ces gens de terrain. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu nous fasses participer et à connaître plein de petites choses du quotidien pour qu'on puisse appliquer aussi, nous, un peu plus du bon sens, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie ou du dépassement de soi. Donc, comme je te le demandais en off, je ne sais pas te classer, donc c'est toi qui vas te présenter un peu plus. Tu fais tellement de choses, tu cours, tu tournes des vidéos, voilà, je sais que tu as participé à Hold Up aussi, donc je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Alors, je vais me présenter du mieux possible. Je peux dire que je suis un aventurier hygiéniste, c'est me mettre dans une case. C'est toujours un petit peu réducteur, mais voilà, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les choses qui fonctionnent, les choses qui me rendent en bonne santé et qui me rendent heureux. Et comme je connaissais rien du tout a priori à la naturopathie, à l'hygiénisme, etc., etc., en fait, c'est vraiment l'expérience qui m'a conduit à m'intéresser à ce domaine dont je connaissais tout juste le nom. Et c'est certainement ce qui fait ma particularité, c'est qu'en fait, je suis venu à la théorie vraiment après 5 années de pratique de l'hygiénisme dans mon coin, sans connaître ce que faisaient les autres personnes. Et ce qui m'a permis, je crois, eh bien, de vraiment focaliser sur les résultats, sur le ressenti, parce que c'est vraiment ça qui prime. On est vraiment à une période où, en fait, ce qu'on va dire pendant ce congrès, je suis à peu près sûr qu'on va trouver des gens qui vont dire l'exact opposé sur d'autres vidéos, probablement parce qu'ils ont des intérêts ailleurs que celui de notre santé. En tout cas, la seule chose qui va permettre de déterminer où se trouve la vérité au milieu de tous ces discours, ça va être l'expérience. Et l'expérience que chacun va pouvoir conduire sur son propre corps. C'est ça qui va déterminer si ça marche ou pas. La théorie, après, chacun a la sienne. Il faut trouver celle qui procure des résultats efficaces et probants. Voilà. Et donc, moi, c'est où je me distingue, et c'est pour ça qu'on me fait intervenir au milieu de spécialistes de l'immunité, au milieu de spécialistes de la santé, c'est tout simplement parce que grâce à l'hygiénisme, j'ai pu réaliser des voyages, des expéditions que peu de personnes peuvent faire et que j'aurais été incapable de faire sans l'aide de l'hygiénisme et sans la pleine santé. Donc, quelque part, je montre ce qu'il est possible de faire, je montre un domaine qui reste à explorer. Voilà, qu'est-ce que peut faire le corps humain? Alors, il y en a eu d'autres qui, bien sûr, qui ont d'autres personnes célèbres qui ont, qui ont fait ça depuis très longtemps. Et simplement, là, je crois que c'est le moment qu'en fait, ce ne soit plus seulement des exceptions qui fassent ça, mais que ça devienne quelque chose de banal, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et pour cela, il suffit d'appliquer les lois du vivant et, de comprendre comment le corps fonctionne dans ses règles de base. Là, dans ta présentation, tu as beaucoup parlé d'hygiénisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots? Alors l'hygiénisme, c'est un mot qui n'a pas vraiment de définition dans le dictionnaire au sens où on l'utilise en naturopathie. Je dirais que c'est l'ensemble de toutes les pratiques globalement naturelles, mais qui peuvent être plus ou moins interventionnistes,
qui vise à améliorer le corps, la santé sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc tout ce qui va nous faire du bien et qui est naturel ou d'origine naturelle, eh bien à ce moment-là, on le classe dans l'hygiénisme. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de chimie qui va intervenir, il n'y a pas d'opération, que des choses naturelles comme les plantes, la respiration, des exercices, etc., etc. Voilà, du bon sens, quoi, on va dire. Voilà le bon sens qu'on a besoin de retrouver parce que quand nos cellules sont intoxiquées par une mauvaise alimentation, par la pollution, le bon sens, on le perd et on utilise ce qu'on appelle, comme Irène le dit, l'intelligence inversée, ce qui fait que le bon sens ne l'est plus et on perd le nord. Voilà. Donc le bon sens, lui, revient dès qu'on est dans une logique de nettoyer son corps et d'aller dans le bon sens. Après, tout coule de source. Mais au point de départ, ça peut sembler, quand on est dans la peur ou avec des croyances qui ne sont pas en adéquation avec la réalité, à ce moment-là, le bon sens va nous faire faire les mauvais choix. Et donc, bah, justement, toi, en tant hygiéniste, pardon, comment tu abordes la maladie? Qu'est-ce que c'est la maladie pour toi, du coup? Alors justement, ça, c'est vraiment le point sur lequel je crois beaucoup de choses vont basculer parce que la médecine allopathique, la médecine moderne, elle considère que bah, la maladie, c'est quelque chose de mal, euh, de, de- d'inopportun et qu'il faut éradiquer à travers des traitements, des opérations, des cachets, etc., etc. Et c'est malheureusement le point de vue de beaucoup de personnes, puisqu'on parle que de ça. Même les médecins qui ont un point de vue alternatif, le plus souvent restent sur une approche symptomatique, c'est-à-dire on isole un symptôme et on essaye de le faire disparaître et on considère que quand il est disparu, le problème est réglé. Sauf qu'il y a une autre approche qui remonte à Hippocrate, qui remonte à la cause des causes, et qui est de considérer qu'en fait la maladie, c'est une crise d'élimination. C'est-à-dire que quand vous faites une diarrhée, un rhume, une bronchite, de la fièvre, c'est le corps qui essaye de faire sortir des poisons afin de se nettoyer. Et donc c'est quelque chose de salutaire, de positif, qui montre que le corps a de l'énergie. Et donc plutôt que de couper ce symptôme et d'empêcher le corps de faire sortir ces poisons, il faut l'accompagner dans ses éliminations pour l'aider, pour que ça passe plus facilement. Et si jamais on ne le fait pas, si jamais on coupe le symptôme, alors à ce moment-là, peut-être que sur du court terme, ça peut aller mieux, sauf que comme on n'a pas fait sortir ce qui devait sortir, ça va ressortir sous une autre manière, sous une forme plus grave, un peu plus tard. Et si bien que, eh bien, plus on vieillit, plus on est malade et faible. Alors que la vieillesse n'est pas du tout synonyme de maladie. Et ça fait encore partie des croyances que l'on a. Donc, pour certaines personnes, quand on parle de ce genre, quand on a ce genre de discours, ça fait peur parce que ça remet tellement de choses en cause qu'elles se demandent où on va aller. Elles se disent à ce moment-là, si ça c'est faux, à ce moment-là, il y a tout à déconstruire. Et justement, c'est bien ça, en fait, il y a tout à déconstruire dans les croyances de notre société. Et à la limite, c'est une bonne chose, parce que j'ai pour habitude de dire que si tout va mal, c'est parce qu'on fait tout de travers. Donc effectivement, il y a tout à revoir. Et la définition d'une maladie en est une. Exactement. Et donc, eh bien, dans le monde naturo-hygiéniste, on parle souvent aussi de notion de terrain. Et je sais qu'on en parle hein, assez souvent. Est-ce que tu pourrais pareil, nous en reparler un petit peu, toi? On parle beaucoup de terrain, les profils à colle, enfin, bon, acides, etc. Donc, si tu pouvais nous redonner des petites notions avant qu'on aille plus loin aussi? Alors en naturopathie, on définit le terrain comme les conditions intrinsèques à une personne en rapport avec sa génétique, en rapport avec son tempérament, son environnement. Et le point le plus important pour moi, c'est pas ça, parce que la génétique, on ne peut pas la changer, même si l'épigénétique, on peut la modifier, donc c'est quand même important. On la modifie à travers ses habitudes. Donc, modifier ses habitudes de vie va permettre d'améliorer sa génétique, entre guillemets. Et le plus important pour moi, ben, en fait, c'est la toxémie du corps. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une personne va développer telle ou telle maladie, ça va vraiment être en lien direct avec son profil plus ou moins acidifié ou son profil plus ou moins colloïdal. Donc,
pour rentrer dans les détails, les acides, un corps qui produit de l'acide, ça vient des résidus de la digestion des viandes et de la consommation de sucre raffiné et également des produits laitiers. Et les produits laitiers, eux, jouent sur les deux tableaux, sont à la fois acidifiants et à la fois producteurs de colle, tout comme le sont les féculents que l'on mange cuits, donc les céréales et les légumineuses. Et donc cette acidité, c'est quelque chose qui est bien connu puisque la viande produit de l'acide urique quand on la digère et les carnivores qui mangent que de la viande ont une urine extrêmement acide. Voilà, donc c'est quelque chose de concret. Et puis les cols, bah, là aussi il y a des choses vraiment très concrètes derrière ça. Il suffit de prendre conscience que l'industrie, eh bien, elle fabrique des cols à partir de l'amidon et de la caséine du lait. Donc, en fait, quand on consomme ces aliments, féculents, produits laitiers, on fabrique des cols. Et donc, le corps, il accumule au fil des ans une charge, à la fois acide, et de l'autre côté aussi avec des cols. Et donc tout ça, ça va créer des dysfonctionnements. Les acides vont plutôt créer tout ce qui est source de douleur, les maux de crâne, les douleurs articulaires, les tendinites, les hémorroïdes, etc., etc. Et puis les cols, elles vont provoquer tout ce qui va être plutôt sous forme de kystes, les problèmes de peau, euh, certains problèmes, les allergies surtout, voilà. Et donc, c'est les cols qui posent le plus problème parce qu'en fait, non seulement elles entraînent une pollution à éliminer dans le corps, mais en plus, elles vont aller sur les organes, sur les émonctoires, sur les organes qui filtrent, comme les reins, le foie, se fixer sur les intestins, et elles vont entraîner tout un tas de désordres dans le corps. Et donc, le principe de la naturopathie, d'une approche régénérative du corps humain, plutôt que de traiter les symptômes qui vont être sans fin, puisqu'on continue d'alimenter le problème en consommant des aliments sources d'acidité et de colle, ben à ce moment-là, on va arrêter de consommer des choses qui nous empoisonnent, et puis d'un autre côté, on va aider le corps à faire sortir ses acides et ses colles. Et donc, là, je vais me faire le porte-parole du français parce que là, tu viens en gros de dire haut et fort, plus de pain, plus de fromage. Tu te rends compte? Donc, alors est-ce que tu as quand même une notion de quantité à donner pour ceux qui aiment se faire ce petit plaisir ou une idée de qualité? Est-ce qu'il y a peut-être certaines céréales moins mauvaises ou certains laitages moins mauvais? Parce qu'on entend parler du lait cru, du lait cuit, des céréales à gluten, sans gluten, fait maison, pas fait maison, la cuisson. Est-ce que tu as quand même un avis là-dessus, hein, personnel, hein, comme tu l'as dit? Est-ce qu'on peut quand même en manger de temps en temps pour se faire plaisir, plus jamais, etc. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de son objectif. Voilà. C'est pas une religion, donc on fait ce qu'on veut, il faut simplement le faire en conscience. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de santé et dont l'objectif, le but, c'est de résoudre ses problèmes de santé. C'est pas peut-être qu'en faisant attention, par exemple en arrêtant de consommer des céréales qui sont sources de gluten, parce que le gluten va empirer les cols déjà contenus dans les céréales. Donc peut-être que ça va atténuer le problème ou le résoudre temporairement. Ou moins consommer de viande, ça va peut-être résoudre des problèmes de calcul rénaux, des choses comme ça. Mais c'est pas dit, parce qu'en général, quand les problèmes arrivent, c'est que le corps il est déjà bien chargé. Mais peut-être que la personne peut se contenter de sa santé plus ou moins parfaite et donc simplement vouloir ce qu'on appelle rester dans une forme d'équilibre. Donc à ce moment-là, voilà, limiter les céréales avec gluten, limiter tout ce qui va être viande rouge, et puis limiter les produits laitiers et préférer le lait de chèvre au lait de vache. Voilà, c'est un peu le discours qu'on entend. Et puis en parallèle de ça, consommer un maximum de crues. Donc un maximum de fruits qu'on va consommer avant le repas parce que les fruits ne sont pas digérés dans l'estomac mais dans les intestins. Donc c'est malvenu de les ingérer une fois que l'estomac est plein. Et puis une large part de verdure, de végétaux, des jus de légumes. Et donc l'idée, ça peut être quand on n'est pas prêt à faire une transition alimentaire complète vers le cru ou le 100% cru, ce qu'on peut faire, c'est d'abord consommer ce qui va nourrir le corps,
en premier dans la journée, donc les fruits, les jus de légumes, les crudités, et puis ensuite se nourrir avec, s'alimenter du moins avec ce qui va nous faire plaisir, hein, avec nos petites, plus ou moins grandes addictions. Voilà. Comme ça permet eh bien, d'aller vers du mieux sans pour autant faire, faire le ménage complet dans ses habitudes, ce qui demande du temps, de l'énergie et beaucoup, beaucoup de travail, même si bien sûr on est toujours récompensé d'aller là-dedans. Mais toutes les personnes ne sont pas prêtes à le faire. Voilà, il me semblait que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, voilà, je me souviens. Et ce qui est important aussi pour ces personnes qui vont modifier leurs habitudes pour aller vers un équilibre et, et se rapprocher du cru, ça va être de ne pas s'inquiéter des troubles digestifs liés à la consommation de fruits et de légumes. Tout simplement parce qu'en fait, c'est bon signe. C'est-à-dire que bah, les fruits, les légumes, quand ils sont crus, ils ont des propriétés thérapeutiques en eux-mêmes, et donc ils vont nettoyer le corps s'il y en a besoin. Si les intestins sont complètement crassés, peut-être qu'au départ ça peut être douloureux, donc y aller progressivement, consommer des crudités, ça peut provoquer des diarrhées, mais c'est pas grave, ça fait sortir des poisons, et tout ça c'est bon signe. Donc déjà ne pas s'inquiéter, et puis si jamais c'est vraiment dérangeant, eh ben, y aller progressivement en se disant qu'à la longue, le corps va se réhabituer et que ça va faire du bien. Voilà. Ouais. Merci. Et du coup, voilà, ça me fait rebondir. Tu parlais d'équilibre là il y a un petit moment, et donc ça me fait rebondir sur le microbiote. Donc c'est pareil, un bon microbiote, c'est un microbiote équilibré. Donc le microbiote qui est fait de bactéries, virus et autres. Et donc, à ton avis, toi, pourquoi certaines. Qu'est-ce qui peut provoquer ce déséquilibre? Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, une prolifération de tel ou tel virus ou bactérie va créer un déséquilibre et engendrer la maladie, du coup? Ou comment le maintenir grâce à l'alimentation, l'hygiène de vie? Eh bien, tout ce qui va être les aliments, tous les végétaux crus, en fait, vont nourrir la flore intestinale et préserver un certain équilibre. Et puis, ce qui va la déséquilibrer, bah, ça va être tout ce qui va être le sucre raffiné, par exemple, qui va favoriser le développement du candida et donc qui peut carrément envahir les autres, qui peut envahir le microbiote si jamais à côté il n'y a pas suffisamment de parts dédiées au cru, parce que bah, les autres bactéries n'auront pas de quoi se nourrir pour prospérer. Et puis si le système immunitaire est affaibli par une mauvaise alimentation, il ne pourra pas non plus venir réguler les populations de bactéries. Donc tout ce qui va être vraiment, tous les aliments qui vont être faits pour le corps humain, les fruits et les légumes crus, tout ça vont nourrir sainement le microbiote. On peut même l'aider, surtout en transition, puis même après, avec de la lactofermentation qui est très riche, qui permet vraiment de favoriser le microbiote. Et puis les jus de lactofermentation et, euh, et éventuellement quelques compléments alimentaires. Oui. Et donc voilà, tout va rentrer dans l'ordre naturellement dès qu'on va augmenter sa part de cru dans l'alimentation et qu'on va diminuer d'un autre côté tout ce qui est cuit, tout ce qui est industriel. Mmh. Et du coup, comment notre flore, justement nous aide enfin, aide le système immunitaire? Enfin, est-ce que tu sais, toi, tu saurais nous l'expliquer ou pas trop? Non, ça fait partie des limites de ce que je peux expliquer. Voilà, je connais la théorie Voilà. dans les grandes lignes, voilà, une théorie que j'ai pu vérifier sur moi, sur d'autres. Par contre, j'ignore on dit que les intestins sont le siège de l'immunité. J'ignore comment concrètement ça se passe. Ce que je sais sur le système immunitaire, c'est que son rôle numéro un, contrairement, c'est encore une croyance, contrairement à ce que l'on dit partout, il n'est pas là pour lutter contre les bactéries et les virus, puisqu'on vit avec les bactéries et les virus. Donc, par contre, ce qu'il va faire le système immunitaire, c'est qu'il va contrôler les populations. S'il y en a une qui prédomine, qui est envahissante, à ce moment-là, le système immunitaire intervient et va essayer de la réguler. Mais ça, c'est son rôle secondaire. Son rôle premier, ça va être de nettoyer le corps. Donc de nettoyer ses acides, de nettoyer ses cols, de nettoyer les corps étrangers.
Et donc, et je dirais même plus, non seulement il n'est pas là pour lutter en premier lieu contre les bactéries et les virus, mais en plus il les utilise. C'est-à-dire que ces virus et ces bactéries, comme le candidat en ce qui concerne le sucre, ils sont là quand il y a des choses à manger pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont manger les choses qui devraient sortir de notre corps et qui n'arrivent pas à sortir, et qui sont là à stagner, un petit peu comme une vaisselle qui serait abandonnée dans l'évier et sur lesquelles les mouches commenceraient de venir. On nettoie la vaisselle et les mouches s'en vont parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Eh bien, les virus et les bactéries qu'on considère comme dangereux, eh bien, en fait, c'est simplement parce qu'elles peuvent s'installer dans un corps où il y a de l'acidité, où il y a des cols, et donc elles viennent faire du nettoyage. Et le système immunitaire les utilise pour faire du nettoyage parce que quand il est débordé, quand il n'est plus assez fort pour le faire, eh bien, il laisse faire les virus et les bactéries, il laisse faire ce travail-là à ces organismes. Et d'ailleurs, il y a même une propriété des bactéries et des virus qui sont suffisamment fins pour pouvoir rentrer à l'intérieur des cellules et nettoyer les cellules de l'intérieur, ce que le corps humain est incapable de faire. Donc c'est pour ça que lutter contre les bactéries et les virus, prendre des antibiotiques, c'est peine perdue parce qu'en fait, on lutte contre des bactéries et des virus qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas nuisibles, qui sont là pour faire leur travail de nettoyage. Alors c'est sûr que dans un contexte où les gens ont des corps très encombrés par ces acides et par ces cols, avec des systèmes immunitaires qui sont diminués, eh bien, une prolifération de bactéries ou de virus peut devenir dangereuse. Elle peut provoquer la mort parce que le corps n'est plus capable de faire face à cette invasion. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont fragilisées en fin de vie ou qui ont vraiment des corps très, très encrassés. Mais dans un contexte où on considère que la maladie est une crise d'élimination et que l'idéal c'est de manger cru et de nettoyer son corps, ben à ce moment-là, on va simplement faire des nettoyages avec les purges, faire sortir ces acides et ces cols, et à ce moment-là, une fois que les bactéries et les virus n'auront plus rien à manger, eh bien, ils vont tout simplement disparaître, sortir du corps. Et l'équilibre va être retrouvé. Et d'ailleurs, je crois avoir lu, enfin, je suis même sûr, qu'en fait, il y a plein de virus et de bactéries qu'on considère comme dangereux, comme les staphylocoques, qui sont présents dans notre corps, à la surface de la peau, à l'intérieur, et qui ne posent pas de problème en général. Simplement, quand il y a un moment où quand il y a vraiment trop d'acidité ou de colle à faire sortir, à ce moment-là, ils se manifestent, ils viennent faire leur travail, on les trouve sur le lieu du crime, j'ai envie de dire, et c'est eux qu'on accuse. Alors qu'en fait, ils ne seraient pas là si le corps était propre. Ouais, ouais, tout à fait, on est d'accord. Et je rebondis sur maintenant, tu parlais de purge. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples justement de nettoyage? Et Alors, est-ce que toutes les purges sont opportuns à tout moment? Pareil, exemple, si on a une grosse maladie, est-ce que de faire une purge, ça ne demanderait pas un effort plus fort non plus et donc peut-être envenimer les choses? Enfin, voilà, donne-moi ton avis là-dessus. Tu peux donner des exemples et puis voir si c'est adapté à tout le monde. Le petit, le gros, le maigre, et cetera. alors, les avis sont très divergents sur les purges, surtout avec la purge au ricin. C'est celle qui va permettre d'éliminer les cols. Parce que, en fait, en fonction des cas, elles peuvent être assez impressionnantes, c'est-à-dire on peut faire un malaise, on peut avoir des douleurs abdominales, elles peuvent être un petit peu irritantes au niveau intestinal, ce qui fait dire à certaines personnes que c'est dangereux, surtout pas sur les intestins irrités, surtout pas sur les personnes qui sont affaiblies. Donc, en fait, c'est toujours l'acidité et les cols qui posent problème, qui rendent un corps malade. Et là, j'ouvre une parenthèse au niveau des croyances. On pense qu'en fait, la santé, c'est un petit peu une loterie génétique, un petit peu le hasard, que, OK, il y a notre manière de vivre et notre hygiène de vie qui intervient, mais que globalement, personne n'est à l'abri. Ça, c'est une croyance, selon mon point de vue, voilà, et selon ce que j'observe. Moi, ce qui me paraît plus proche de la réalité, en fait, c'est que tout être vivant, y compris les êtres humains, sont faits pour la santé, la pleine santé.
et que c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'effort particulier à faire pour un corps humain pour être en santé. Et en fait, il ne peut y avoir de maladie dans un corps uniquement quand il y a des acidités, des cols, des poisons. S'il n'y a pas de poison, on ne peut pas être malade. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je m'apprête à prouver à travers une expérience scientifique que j'espère réaliser en 2021. C'est quelque chose que j'observe notamment quand on fait un stage, par exemple, chez Irène Grosjean, qu'on rencontre des dizaines de personnes, qu'on peut lire des dizaines de témoignages de personnes qui sont avec des maladies que la médecine considère comme incurables, et qui, même parfois, sont au bout du rouleau, hein, proches de la mort, et qui, en nettoyant ces acides et ces cols, retrouvent une vie normale et retrouvent la santé. Donc tout ça, ça me laisse à penser, et l'expérience le confirme jusqu'à présent, que voilà, l'état naturel pour un corps humain, c'est la santé. Donc, quand quelqu'un est très affaibli, c'est toujours cette acidité et ces cols qui va poser problème. Donc, les purges ne peuvent que faire du bien. Par contre, dans le cas où c'est des personnes en fin de vie, des personnes qui ont subi plusieurs chimiothérapies, euh, ces personnes-là peuvent mourir d'une crise d'élimination. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est là où on utilise la radiesthésie parce que le mental n'est pas du tout efficace dans ces cas-là, pour déterminer ce qu'il faut faire ou pas. Et donc, en général, on fait quand même purger ces personnes-là, mais on est prudent et on ne fait pas qu'appliquer un protocole bêtement. Voilà. On utilise la radiesthésie et on voit ce que ça donne. Mais voilà, si jamais ces personnes-là, de toute façon, ne sont pas purgées, elles ne vont pas se débarrasser de ce qui les rend malades. Et au final, peut-être qu'on va se rassurer parce qu'on n'intervient pas, ou on intervient avec des méthodes que tout le monde emploie d'un point de vue statistique, mais qui ne fonctionnent pas. Mais on se rassure parce qu'on fait comme tout le monde et on n'ira pas nous le reprocher. Mais ça n'apportera pas de bénéfice à la personne d'intervenir autrement que par des nettoyages. Voilà. Donc là, c'est au cas par cas chez des personnes affaiblies. Chez toutes les autres personnes, même si elles sont fatiguées parce qu'elles sont malades, les purges leur feront toujours du bien. Je vais donner l'exemple personnel. Hein. Si je commence d'avoir une fièvre ou un début de rhinopharyngite, c'était vraiment la chose dont je souffrais tous les ans, plusieurs fois par an avant. Si jamais j'ai une crise d'élimination qui approche, si jamais je fais rien, si jamais j'ai pas envie de purger, ça peut durer une semaine. En général, ça dure une semaine. Si jamais je fais une purge, une double purge au ricin, en général, quand on est en crise, une purge ne suffit pas. À ce moment-là, si je fais ma double purge, à la fin de la double purge, c'est terminé. Voilà. Donc, et pourtant, j'ai pas envie de purger, je peux me sentir fatigué, je peux me sentir fiévreux. Je vais me forcer à la prendre, et derrière, puisque je nettoie la cause du problème, eh bien, la santé revient toute seule. Voilà. Juste pour terminer ton exemple, tu peux peut-être expliquer, juste par curiosité, comment tu fais ta cure de ricin, peut-être? Ouais, d'accord. Alors, le ricin, c'est une huile qui a un petit goût, qui n'a pas un goût désagréable. Les premières fois, on la prend, c'est très facile. Et puis, au bout d'un moment, le corps, et en fait, il assimile l'odeur, la texture du ricin au fait que le corps, juste derrière, fait une élimination. Et donc, après, la simple odeur, la simple texture va réactiver automatiquement, de manière incontrôlable, une élimination, ce qui fait que ça donne envie de vomir ou un écœurement qui apparaît. Ce qui fait dire à certaines personnes qu'en fait le ricin c'est pas bon, parce que si c'était bon, le corps ne le rejetterait pas. Mais là, le contre-argument est tout trouvé, c'est-à-dire que la première fois où vous prenez du ricin, vous mettez ça en bouche, vous le faites tourner en bouche, vous vous dites, bon, bah, oui, c'est pas mauvais. Si le ricin était pas bon, le corps vous le dirait à ce moment-là, la première fois. Il n'attendrait pas à la troisième ou la quatrième fois pour vous dire que c'est pas bon. Donc c'est simplement qu'il associe l'odeur à une élimination. Et donc après, on va tromper ses sens en mélangeant le ricin avec un petit peu de jus de fruits, un jus de fruits qu'on va changer d'une fois à l'autre, parce que sinon on associe l'odeur du jus de fruits aussi, et après ça pose problème. Donc on mélange ça. Pour moi, c'est 3 cuillères à soupe, mais quand on débute, ça peut être 5, voire des fois 6, et puis au fur et à mesure du temps, on en prend de moins en moins en quantité, de moins en moins en fréquence. Moi, c'était 2 fois par mois au début.
4 cuillères à soupe. Maintenant, c'est une fois par mois, 3 cuillères à soupe. Et ensuite, on boit ça d'une traite. On se rince la bouche juste derrière. On prend une goutte d'huile essentielle. Pareil, on tourne les huiles essentielles pour ne pas s'habituer. Et après, ça passe assez bien. Moi, j'ai plus de problème pour la boire, même si je respecte bien ce protocole-là. Sinon, ça voudrait m'écœurer et ça me gênerait. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, n'arrivent plus à le boire parce que soit elles n'ont pas suivi le protocole, soit il faut bien méditer avant et faire une respiration en conscience, ce qui permet après de le boire plus facilement. On peut aussi poser une intention, c'est très, très utile, ça de poser une intention, ça aide vraiment à ce que le corps accepte de prendre un truc qui va le rendre malade. Voilà. Il le rend malade pour son bien, ça fait une élimination. Mmh. Donc, certaines personnes disent que c'est pas naturel. Effectivement, dans la nature, on ne trouverait pas d'huile de ricin, hein, mais les animaux se purgent, donc les purges sont naturelles. L'huile de ricin ne l'est pas. Mmh. En fait, c'est le contre-argument, là aussi, est assez simple à trouver, c'est que dans la nature, on n'aurait pas des corps qui sont chargés de résidus de féculents. Dans la nature, on n'aurait jamais mangé autant de céréales et de légumineuses. Donc pour le corps, lui, il n'est pas du tout préparé génétiquement à affronter ces cols. Il ne comprend pas ce que c'est, ça reste dans le corps, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et donc les purges au ricin, ok, ne sont pas naturelles, mais comme les cols ne le sont pas non plus, on n'a pas trouvé mieux en tout cas pour les faire sortir efficacement. Et je dirais même que dans certains cas, le ricin est vraiment important. Il y a des personnes, par exemple, qui sont convaincues par l'alimentation vivante, qui vont à fond, qui mangent 100% vivant. Ça marche au début, puis après, ça les rend malades. Tout simplement parce que, en fait, quand on mange vivant, ça booste le système immunitaire. Déjà, on arrête de mettre des poisons dans son corps. On ne fatigue plus le système immunitaire avec des choses cuites, parce que tout ce qui est cuit crée une leucocytose intestinale qui va dilapider la puissance du système immunitaire. Donc quand on fait tout ce qu'il faut pour bien manger, le système immunitaire est au top et il se met à relâcher dans la lymphe circulante. C'est une sorte d'égout qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds, et qui a pour but de nettoyer le corps et d'acheminer les poisons vers les émonctoires, vers les portes de sortie. Et donc, quand on mange 100% vivant, le système immunitaire est boosté, la lymphe circulante se charge très vite d'acide et de colle, et si elle n'arrive pas à sortir parce que les émonctoires ne sont pas assez propres et pour faire sortir les cols, à ce moment-là, eh bien, on peut tomber malade. Il y a des personnes qui, suite à l'alimentation vivante, ont développé un cancer, j'en connais plusieurs, ou développé des problèmes qui font qu'elles considèrent que l'alimentation vivante, finalement, c'était pas bon, c'était une erreur. Et après, sur les réseaux sociaux, on les retrouve à dire du mal de l'alimentation vivante, des purges, etc., etc. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas purgé ou elles n'ont pas purgé assez. Si on est bien convaincu que quand on va mal, c'est toujours une question d'acidité ou de colle, à ce moment-là, on ne se pose plus la question et on purge. Et on purge jusqu'à ce qu'on aille mieux. Mais si on n'est pas convaincu par ça, à ce moment-là, on est dans une impasse et on va forcément manger un petit peu de cuit, un petit peu de produits animaux. Et à ce moment-là, on rentre dans ce que j'appelle une sorte d'équilibre plus ou moins stable, mais on n'est pas dans une régénération du corps. C'est pour ça, et je voulais rajouter quelque chose par rapport au ricin. Oui, ce qui bloque aussi certaines personnes, déjà, ça peut être le fait qu'elles ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce que c'est autant important de purger. Il y a d'autre part tous les gens sur les réseaux sociaux, dans les livres, les vidéos, il y en a plein qui vont critiquer les purges, dire attention, c'est dangereux, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui vont pouvoir décourager les personnes de continuer les purges. Il y a un dernier facteur qui gêne aussi, c'est qu'en fait, ces cols, elles modifient notre façon de penser. Elles nous rendent dociles. C'est pas pour hasard que le peuple consomme des céréales. Plus un peuple va consommer de céréales et plus il va être docile et obéir. Et ces cols, elles favorisent aussi les idées fixes, les manies. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans une identification de leur ego, qui considèrent qu'elles ont tel caractère, qu'elles sont comme ci, comme ça, elles vont s'attacher à une situation, même si elle ne leur convient pas, à des dogmes. Et en fait, quand elles vont prendre le ricin, et ben en fait, ça va les changer.
Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas en fait de perdre cette identification à l'ego, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir qui elles sont véritablement. Et ça, on ne le sait pas, on le découvre à chaque pas un petit peu plus sur le chemin. Et pour certaines personnes, ça leur fait peur, et donc elles ne sont pas prêtes à ça, et donc le ricin, elles vont le fuir. Parce que leur corps, lui, est prêt, le corps est toujours prêt à aller mieux, mais les personnes ne le sont pas toujours. Voilà, c'est un cheminement. Donc les purges, ça agit profondément, ça agit à tous les niveaux. Et pour moi, la plus belle chose qui m'incite aujourd'hui à continuer à faire ces nettoyages, parce que je pourrais m'arrêter, j'ai résolu mes problèmes de myopie, j'ai résolu mes allergies aux poils de chat, au pollen, j'ai résolu ma sciatique, j'ai plus de kystes, j'ai plus d'autres problèmes de peau. Non, je pourrais me dire, bon, bah, ma santé est suffisante, je pourrais retourner à une alimentation classique et ne plus me poser de questions. Et ben, en fait, c'est tout simplement qu'il y a un tel bien-être, une telle métamorphose sur tous les plans, Mmh. en changeant son alimentation, qu'en fait, pour moi, ce n'est plus concevable de faire demi-tour. Pour moi, avant, je vivais l'aventure à travers des voyages, en allant loin, en m'imposant des défis qui m'ont construit à une période de ma vie, qui m'ont apporté plein de choses merveilleuses. Mais maintenant, je vis l'exploration au quotidien en faisant ce nettoyage de mon corps qui me permet en fait d'avoir une plus grande sensibilité, d'avoir une plus grande intelligence émotionnelle, et puis de me reconnecter véritablement à mon moi profond. Voilà. Le corps humain, c'est véritablement un émetteur-récepteur. Et donc, on émet des ondes, on émet des messages, on reçoit de même. Et quand on est dans l'école, eh bien, c'est comme une antenne comme un téléphone, on n'aurait pas un réseau qui capte. Donc, on reçoit des messages une fois sur deux. Quand on a un coup de fil, on entend, c'est le forfait voyelle, on n'entend pas tout. Et on ne comprend pas les messages que la vie a à nous adresser. Et donc, quand on fait ces nettoyages et que tout d'un coup, les idées sont plus claires, que les états d'humeur, d'anxiété ou de colère disparaissent progressivement, on revit en fait, l'aventure humaine, la vie, l'incarnation, le quotidien banal, j'ai envie de dire, devient une aventure parce qu'on se redécouvre chaque jour un petit peu mieux. C'est ça. Et comme tu dis, moi je rajouterais que dans ce que tu as dit, hein, tu as dit beaucoup de choses intéressantes, donc je ne vais pas pouvoir tout reprendre, mais du coup, il est vrai que quand quelqu'un va vouloir essayer de travailler sur soi pour se nettoyer, hein, pour faire ça, au départ, quand il est très encrassé, ça va lui créer ce qu'on appelle une crise curative. Donc ça va Mmh. forcément être pire au début, mais avant d'aller super bien pour un plus long terme, justement. Et comme tu le dis, après le but, quand on a compris cela, on n'a plus envie de revivre le nettoyage qui fait plus de mal que de bien au début, mais ça va, c'est ce qui se passe. Après, on part dans la prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend plus d'être mal pour pouvoir aller mieux. Donc, c'est pour ça qu'après, dans l'entretien, eh bien, on Mmh. prévoit des petits nettoyages de temps en temps. Enfin, on dit parfois changement de saison, chacun a sa technique, hein. Il y en a, c'est une fois par semaine, d'autres, chaque changement de saison. Ça, c'est pareil, chacun doit trouver son idéal, sans se créer que des contraintes non plus, mais de se nettoyer de temps en temps. Du coup. Je pense que tu Voilà, es il y a le d'accord avec ça. nettoyage du foie, par exemple, qu'on peut faire Voilà, à chaque saison ou à une saison sur deux, c'est ça. un petit peu plus au début. Et, euh, et ce que j'ai envie de répondre aussi à ceux qui sont plus majoritaires que nous et qui font peur au sujet des purges, ben, c'est qu'en fait, plus on nettoie son corps et moins on a besoin de le nettoyer. Et Voilà. moins on va prendre de purges. Moi, actuellement, c'est une purge une fois par mois à la nouvelle lune de ricin, et c'est tout. Avant, c'était 4 purges, 4-5 purges par mois. Et donc ça c'est vraiment rassurant, parce que quelque chose qui n'est pas bon pour le corps, quelque chose qui est nuisible, comme des cachets par exemple, vous allez toujours en prendre plus, et vous allez aller toujours de moins en moins bien. C'est un pis-aller. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, ce sera toujours plus en fréquence et en quantité. Là, c'était le contraire. Donc, c'est pour moi une preuve que le ricin amène vers du mieux. Et puis après, voilà, on se moque aussi un petit peu de ce que les gens peuvent dire, dangereux ou pas, parce qu'on le vit. Voilà, on se transforme littéralement, on n'a plus de problème de santé, on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus connecté à l'intelligence de la vie.
Et à partir de là, les discours opposés, c'est du mental, c'est du blabla. Voilà. C'est pour ça que j'encourage toutes les personnes à faire leurs expériences, parce qu'elles vont toujours entendre des discours contraires. Et on a une période royale pour ça, où on entend tout et absolument son contraire. Il n'y a que l'expérience qui peut trancher. Et j'ai envie d'ajouter un petit peu par provocation qu'en fait, on devrait écouter uniquement, en termes de santé, on devrait écouter uniquement les personnes qui ont résolu tous leurs problèmes de santé. S'il n'y avait que ces gens-là qui parlaient, on entendrait moins de bêtises sur le sujet. Parce que quand vous entendez un médecin bardé de diplômes avec des prix Nobel, mais qui, excusez-moi, a du diabète, de l'hypertension et 20 kilos excédentaires, je ne vois pas ce que cette personne connaît sur la santé. Elle connaît peut-être beaucoup de choses sur la maladie, peut-être beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps humain, mais je ne pense pas qu'elle connaisse beaucoup de choses sur la santé. Oui, C'est pour ça que je pense avoir ma légitimité à parler à un congrès sur l'immunité sans être naturopathe, parce que j'ai fait une transition alimentaire totale jusqu'au 100% cru. J'ai résolu entièrement tous mes problèmes de santé et je les mets en application à travers des voyages où je repousse les limites du corps humain, ce qui me permet de faire des choses que très peu de personnes sont capables de faire. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus probant, beaucoup plus sérieux que d'entendre des personnes argumenter sur des connaissances théoriques. Même si je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la théorie, moi ça m'intéresse, j'aime savoir comment les choses fonctionnent, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment ça fonctionne, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Voilà, ouais. Mais à un moment donné, comme tu le dis, il faut s'informer. Voilà, on s'informe sur le scientifique, on s'informe sur le moins scientifique, sur nos médecines dites intégratives, hein, c'est le nouveau terme employé. Et du coup, il y a un moment donné, comme tu dis, il faut y aller. Et à un moment donné, on voit bien qu'il y a des gens qui vont peut-être pas trop mal avec les médecines, mais aussi, il y en a beaucoup qui vont très bien sans la médecine, avec des choses d'hygiène de vie hyper faciles à appliquer, peu coûteuses, et souvent plus efficaces sur le long terme, comme tu l'as dit. Donc le but, c'est quand même d'expérimenter. Et à un moment donné, il y a aussi, il y a que soi hein, qui peut, il faut tester. Moi, je pensais toujours de tester les deux. Allez voir un coup la médecine, allez voir un coup la naturopathie ou les médecines intégratives. Et vous allez voir que sur le long terme, il y en a une qui est quand même beaucoup plus efficace que l'autre. Voilà. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup dans la médecine intégrative, et surtout celle avec l'hygiénisme que je pratique, c'est qu'en fait, il y a à peu près tout qui est gratuit. On peut s'aider avec des huiles essentielles, c'est super efficace. On peut s'aider avec des compléments alimentaires. On peut aller faire des soins, prendre des soins. Mais globalement, ça va tourner autour de l'activité physique, des respirations, des douches froides, de la méditation, du yoga, des trucs qui coûtent rien, qui sont gratuits, accessibles tout le temps et partout et à tout le monde. Et c'est vraiment ça qui est beau dans la vie, c'est qu'en fait, on a des problèmes qui nous paraissent énormes individuellement et dans la société avec des maladies et autres. Et en fait, la vie nous donne tout gratuitement pour aller mieux. Il suffit simplement d'essayer, simplement, et c'est là le gros pas à franchir, de changer ses croyances et de considérer, comme je le disais en tout début, c'est que eh bien, l'état naturel pour le corps humain, c'est la santé, et puis qu'il y a des maladies que quand le corps a des poisons, donc on nettoie son corps et tout rentre dans l'ordre. Mmh. Donc, voilà, il y a énormément de choses à dire hein, là-dessus. Moi, ça me fait penser que, euh, comme tu dis, ça peut être très économique. Beaucoup de gens disent oh, le bio, le nature, les fruits et légumes, maintenant, c'est plus cher que la viande, etc. Donc, mais c'est parce que les gens ont oublié de savoir comment le travailler aussi. Comme toi, tu parles de cru, je ne sais pas si tu manges énormément de peau. Il y a plein de gens qui s'embêtent à enlever la peau de la carotte, la peau du radis noir, la peau de ci, la peau de ça, mais tout se mange, tout se transforme. Et ça redonne des idées dans la cuisine, donc on retrouve du lien avec les aliments, on s'éclate, donc il y a énormément de choses à faire. Là, c'est la période des oranges, les gens mangent des oranges, mais ils jettent les écorces. Les écorces, on les fait sécher, on les mixe, on refait un cake avec. Dans le zeste, il y a des choses, des principes anticancérigènes. Dans le zeste, il y a des huiles essentielles apaisantes. Enfin, tout se transforme et c'est dommage qu'on prenne plus le temps voilà, de réfléchir à comment retravailler le produit parce que c'est un soin en soi hein, déjà aussi, hein, tout ça. Donc, Oui, effectivement, comme tu le soulignes, en fait, il y a toute une éducation à refaire autour de la santé. Donc là, on parle d'alimentation. Donc, il y a ce qu'on appelle la crusine, puisqu'on ne cuit pas. Et donc, on peut recréer les mêmes textures
les mêmes saveurs que le cuit. C'est pas le but en soi de manger comme ça, mais si une personne tient à ses textures, tient à ne surtout pas se priver, déjà le règne végétal permet de tout recréer les saveurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand les personnes disent par exemple, moi je peux pas me passer de la viande, j'aime trop ça, j'aime trop le goût. Mais en fait, la viande, ça n'a pas un goût agréable. Parce que quand on creuse un petit peu le sujet, quand on questionne ces personnes-là, on se rend compte que ce qu'elles aiment, ça peut être le gras qui est dans la viande, ou ça peut être surtout les épices qui accompagnent la viande. Il suffit d'utiliser ces épices-là dans d'autres plats végétariens, végétaliens, et à ce moment-là, la personne, ses envies gustatives sont comblées. Même chose avec les fromages, les personnes qui ne peuvent pas se passer de leur fromage. En fait, ce qu'elles aiment, ce n'est pas le fromage en elle-même, c'est les champignons qui sont sur ces fromages, les moisissures. Donc maintenant, on peut faire des fromages végétaux, souvent à base de noix de cajou, où on fait la culture de ces moisissures, on les intègre sur la noix de cajou, et en fait, quand on n'est pas prévenu, on ne se rend même pas compte que c'est quelque chose de purement végétal. Donc en fait, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire cette transition. C'est vraiment une transition des mœurs, de la culture qui a besoin d'être opérée et de populariser en fait cette haute manière de préparer sa nourriture. En tout cas, et puis en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on mange 100% vivant ou quand on mange beaucoup vivant, on se rend compte qu'il y a tellement d'oléagineux, de fruits, de végétaux qu'on n'utilise pas au quotidien, qu'en fait, c'est beaucoup plus varié. Et, euh, et puis, il y a tellement, c'est tellement bon aussi. Il suffit de s'inscrire à des stages sur la cuisine ou d'aller à des stages. Et on se rend compte à quel point, en fait, on peut faire des choses variées. C'est bon au goût, on recrée toutes les saveurs et textures qu'on veut. Il y a plein de couleurs et en plus, on ne s'empoisonne pas. Donc, en fait, il n'y a que des avantages. Donc, tout à fait. Donc, Et c'est pareil pour les bains froids, par exemple, ou les respirations. Ça peut être vu comme des corvées, mais ça peut être vu comme une grande source de plaisir. Moi, au quotidien, maintenant, ce qui me motive à continuer à prendre des bains froids, à faire des respirations conscientes, ça me prend du temps dans la journée, eh bien, c'est le plaisir que j'éprouve. C'est vraiment quelque chose d'agréable, qui me met en joie, qui me fait que je me sens bien. Et puis, comme je ne sais plus qui le disait, mais cette phrase célèbre, je l'aime bien, c'est que oui, l'hygiénisme, la santé, ça prend du temps, mais si on ne prend pas du temps pour s'occuper de sa santé, eh bien, on en perdra pour s'occuper de sa maladie. Et, et c'est vraiment ce que j'observe, et ça, c'est vraiment, enfin, je considère ça comme une vérité, c'est qu'en fait, peu importe le temps et l'énergie qu'on investit sur sa santé, même si en apparence on se prive de certaines relations, même si en apparence on perd en convivialité, on ne sera jamais perdant au bout du compte. On ira toujours vers du mieux. Et pour citer mon exemple, quand j'ai basculé sur l'alimentation vivante, j'ai fait les manières assez radicales. Donc c'était du jour au lendemain 100% vivant. Donc après, quand j'étais invité chez les gens, je mangeais plus de la même manière, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui m'invitaient plus. Moi, j'avais plus envie de participer à certains repas parce que j'en voyais plus l'intérêt. De voir tous ces gens qui, de mon point de vue, s'empoisonnaient inconsciemment et par derrière parlaient de leurs problèmes dont ils étaient responsables. Donc j'arrivais plus à jouer le jeu et je me suis dit non, je ne vais pas faire comme si je ne savais pas. Donc eh bien, pendant un certain nombre d'années, j'ai vu beaucoup moins de personnes et de temps en temps, je souffrais de la solitude. Je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. J'ai à ce moment-là réalisé la marche sans fin, le documentaire de Damien Artero où je traverse une chaîne de montagnes de 360 km en 14 jours sans manger sous le cercle polaire au Canada, ce qui est une première mondiale. À la suite de ça, je découvre le réseau hygiéniste et de fil en aiguille, j'ai rencontré toute une communauté qui est devenue ma famille de cœur. Et j'ai jamais autant été sollicité, autant en contact avec d'autres êtres humains et des contacts enrichissants surtout, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est que ces contacts soient enrichissants. Eh bien, je le dois au fait que j'ai cru en mes valeurs et qu'au bout d'un moment, ça a fini par payer. Voilà. Je me suis pas effrayé les 2 premières années
de perdre certains amis. Voilà, pour moi, c'était un passage nécessaire. Je savais que j'allais vers du vrai et je ne pouvais pas être perdant au bout du compte. Et et l'expérience l'a confirmé. Et puis tu as une autre expérience à partager. En temps de Covid, il me semble que tu as couru un marathon par jour en faisant le tour d'Europe pieds nus et en dormant chez l'habitant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis parti sans rien. Euh, Quand j'ai fait cette transition alimentaire, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, ben, le corps humain était parfait et qu'on pouvait vraiment avoir confiance en la vie. Ce n'était pas que le corps humain qui était parfait, c'est que du moment qu'on a vraiment besoin de quelque chose, si on le demande en conscience, la vie nous le donne. Voilà, on appelle la loi d'attraction. Et donc j'ai découvert ça, d'un côté l'alimentation vivante, d'un autre côté la loi d'attraction. J'ai vu en prenant du recul, en regardant derrière moi, j'ai compris plein de choses sur ma vie qui me faisaient penser que ces principes-là étaient vraiment justes et vrais. Donc je me suis dit, j'ai envie de vivre la chose jusqu'au bout, je pars sans rien pour faire un truc qui en temps normal pourrait être difficile avec de l'argent, avec de l'équipement, à savoir traverser l'Europe en courant 45 km par jour. Et moi, je vais le faire avec rien du tout, pieds nus, sans argent, sans équipement et sans passeport. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de carte, j'ai pas de boussole, j'ai pas de GPS, j'ai rien du tout. Juste une banane avec de quoi filmer mon voyage. Et donc, à travers ça, je voulais, de mon point de vue, d'un point de vue personnel, me convaincre jusqu'au bout que le corps humain est parfait et que la vie va m'apporter tout ce dont j'ai besoin sur le chemin. Et c'est ce qui s'est passé, puis sinon je ne serais pas allé jusqu'au bout. Tous les soirs, je devais chercher un endroit où dormir, frapper à la porte des gens, expliquer qui j'étais, ce que je faisais, et essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien m'héberger, qui soit dans la confiance, alors qu'on est en pleine crise du Covid et que les gens sont très méfiants, encore plus que d'habitude surtout, j'ai envie de dire. Et donc, je voulais vivre ça pour moi, pour achever de me convaincre à quel point on peut avoir confiance en la vie et au corps humain. Et puis, je voulais faire un film là-dessus pour toutes les personnes dans la société qui, justement, qui bloquent sur des croyances limitantes, qui pensent que le corps humain est faible, qui pensent que la vie est gérée par le hasard ou que la vie est mal faite. Et moi, je voulais leur montrer par l'expérience que c'est pas vrai. Parce que si jamais j'ai réussi à faire ça alors que j'ai rien, ça peut pas être la chance. On peut pas avoir de la chance tous les jours pendant 3 mois. Et donc il y a forcément une vérité derrière, et c'est ces vérités que je souhaite que les personnes soient amenées à découvrir par elles-mêmes et en tout cas attiser leur curiosité pour se dire si ça c'est possible, c'est qu'il y a certainement des choses à découvrir encore sur la vie. Donc oui, ceux qui voudront en savoir plus, il y a tellement de choses. On aurait pu faire une visio sur cette expérience-là. Ils pourront les voir sur ton site, hein, il me semble. Voilà, il y en a une d'ailleurs tout à l'heure de visio qui devrait être, je pense, enregistrée et accessible depuis ma chaîne YouTube tout à l'heure. D'accord, merci. Donc, on va revenir un petit peu à notre immunité. Je sais que ça tient à cœur de nous parler de la loi de l'Hormèse. Mhm. Donc, si tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Alors la loi de l'Hormèse, ça fait partie c'est une des lois du vivant qui stipule que quand on soumet le corps à un stress positif, alors à ce moment-là, on obtient un gain. C'est-à-dire si on soumet à de l'activité physique, si on soumet à du froid ou à du chaud, ou si on se soumet à la faim, tout simplement, à ce moment-là, ça va mettre en branle des mécanismes adaptatifs qui participent au bon fonctionnement du corps. C'est la personne qui a bien développé ça, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a l'une d'entre elles, c'est Daniel Lieberman, qui est un anthropologue à Harvard, spécialisé en anthropologie évolutive, et lui, il a étudié ces phénomènes adaptatifs, et il dit en résumé que le corps humain, pour bien fonctionner, il a besoin de ces stimulus. Il a besoin d'éprouver de la fatigue, de la faim, du froid, ce que j'appelle les 3 F, éventuellement aussi du chaud,
Tout simplement parce que ça stimule le corps, ça met en route des mécanismes. Et si jamais on ne met pas en route ces mécanismes, à ce moment-là, on perd leur bénéfice. C'est-à-dire qu'un corps, il est vivant. Et si on ne l'utilise pas, eh bien à ce moment-là, il dépérit. Un peu comme une bicyclette. Soit on avance, soit on met le pied à terre. Mais c'est pas, on ne peut pas rester en équilibre. Et donc, l'hormèse, moi, je l'aime beaucoup parce que bah, elle est accessible partout, tout le temps, gratuitement. Et elle permet vraiment de stimuler le système immunitaire. C'est vraiment quelque chose qui va stimuler le corps et lui apporter beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est quelque chose qui est crucial en naturopathie, parce que comme le corps humain, selon le point de vue naturopathique, euh, est fait pour la pleine santé, si on lui apporte suffisamment d'énergie, à ce moment-là, il fait les nettoyages, il fait les opérations, le travail, il répare tout ce qu'il y a à faire. On laisse le corps faire. Hein. Ce n'est pas le mental qui va dire où est-ce que je dois agir. On donne de l'énergie au corps, le corps fait son travail et tout progressivement rentre dans l'ordre. Donc pour apporter de l'énergie vitale, il y a, comme on en a parlé précédemment, l'alimentation vivante. Et puis, il y a l'hormèse qui va vraiment apporter beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, on perd un peu d'énergie à faire une activité physique, à prendre un bain ou, à, ou à jeûner. Mais si jamais on le fait sans exagérer, si jamais ça reste raisonnable, à ce moment-là, l'énergie qu'on utilise pour faire cette pratique, elle va être inférieure à l'énergie qu'on va tirer en bénéfice. Donc en fait, ça va nous apporter plus d'énergie qu'on en a dépensé. Et donc ça, c'est pour ça que l'hormèse est un outil fabuleux. Et puis par exemple, si on prend les bains froids ou les douches froides, elles vont aider le corps à faire sortir les cols, comme le jeûne sec. Donc ça ne va pas remplacer le ricin, mais par contre, ça va aller très bien en complément. Ou des personnes qui veulent vraiment pas prendre le ricin parce que pour l'instant, elles sont pas prêtes, ben, elles savent que le froid, les jeûnes secs, ça va aider à leur faire sortir les cols. Et puis pour l'acidité, faire de l'hyperventilation, comme les respirations Wim Hof, c'est de l'hormèse aussi, parce que là, on se retient de respirer, donc on se prive d'oxygène pendant une certaine période. Et donc, ces exercices-là vont être désacidifiants pour le corps. Donc là, pareil, pour ceux qui ne sont pas prêts à purger, qui ne veulent pas en entendre parler pour le moment, eh bien, faire des hyperventilations, les respirations Wim Hof, ça va leur permettre de désacidifier le corps. Et il y a des personnes avec des gros problèmes d'acidification qui étaient quasiment paralysées, en faisant toutes les heures, à longueur de journée, les respirations Wim Hof, ont fini par sortir de certains états de paralysie. Donc c'est extrêmement puissant. C'est sûr que si on les avait fait jeûner et purger, elles seraient sorties aussi de leur paralysie, mais ça montre qu'il y a d'autres pratiques qui sont vraiment très efficaces là, et l'hormèse en fait vraiment partie. Et on est d'accord qu'on a parlé beaucoup de chimie, d'alimentation aussi, etc. Là, tu as parlé un petit moment du stress. Donc, évidemment que toutes les méthodes que tu exposes ce soir sont applicables pour le stress et efficaces. On est d'accord, hein? Alors le stress, lui, c'est ce qu'on appelle une fuite énergétique. Donc il va nous prendre de l'énergie vitale. Donc il y a des stress pour lesquels on ne peut rien. Si on peut avoir certains problèmes, certaines difficultés, certaines maladies, certaines situations pour lesquelles on ne peut rien. Et d'autres cas où où on est responsable, voilà, où c'est à nous de faire des choix, à nous par exemple, si on consomme des choses qui acidifient le corps, à ce moment-là, ça va créer du stress. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse sur le stress. Il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out ou qui sont stressées. Donc, notre vie moderne, elle est stressante, c'est un fait, mais ça ne justifie pas en fait que des personnes arrivent à être au bout du rouleau, à être en burn-out par rapport à ce qu'elles vivent. Et ça ne pourrait pas arriver si leur corps n'était pas acidifié. Je vais vous donner un exemple avec les animaux, par exemple. Les animaux dans la nature, eux, ils n'ont pas de maison. S'ils veulent manger, il faut qu'ils trouvent leur nourriture. Il y a les chasseurs, il y a les voitures. On leur réduit leur habitat pour vivre. Ils ont pour la plupart des prédateurs, des autres animaux qui peuvent les manger. Et puis si jamais ils se blessent, ça peut être une fracture, une blessure autre,
à ce moment-là, il y a rien ni personne pour les soigner, à part la nature. Donc, en fait, si nous, on devait vivre ça, mais ça serait un stress insoutenable. Si quelqu'un qui est victime d'une agression, souvent, il a besoin d'une cellule psychologique derrière pour affronter ce qui s'est passé. Dans la nature, ça peut arriver à n'importe quel animal de subir une agression par un autre et de devoir sauver sa peau tout seul. Pourquoi? Alors, des animaux, il y a du stress dans la nature. Le stress, ça fait partie de la vie naturelle. La grande différence, c'est que les animaux ne l'accumulent pas, ce stress. Les animaux ne sont pas acidifiés. Par exemple, l'hypothalamus, qui joue un rôle important dans la régulation des émotions, il est extrêmement sensible à l'acidité du sang. Et un corps et un sang qui est acidifié, en fait, l'hypothalamus va dysfonctionner et il aura beaucoup plus de mal à nous remettre dans des émotions neutres ou des émotions agréables. Ce qui fait que quand on va basculer sur que ce soit de la colère ou de la tristesse, on va avoir plus de mal à revenir à notre état normal à cause de l'acidification du corps. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, les gens, tant qu'ils auront des corps acidifiés, ils vont être victimes du stress, même si le stress est en apparence pas vraiment justifiable. Il y a des personnes qui sont stressées avec peu de choses. Il y a des personnes qui, effectivement, qui vivent des stress très importants et qui ne sont pas de leur... et sur lesquels elles n'ont pas forcément nécessairement de pouvoir et qu'elles ne peuvent pas les réduire. Donc là, leur seule manière pour eux d'influer positivement, ça va être de désacidifier leur corps. Et puis sinon, bah, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle du moins les antidotes. Donc il y a un certain nombre d'antidotes pour le stress qui sont bien connus, que la sagesse ancestrale a développés. Il y a le yoga, la méditation, l'activité physique, les bains froids, le contact avec la nature, les bains de forêt, la sylvothérapie, l'hypnose. En fait, toutes les médecines alternatives qui se développent, ce sont simplement des antidotes à nos fuites énergétiques. C'est pour ça qu'au départ, quand j'étais pas versé du tout sur l'hygiénisme, l'alimentation vivante, je regardais de loin ces nouvelles médecines, ces nouvelles thérapies, puis j'ai l'impression que c'était un peu du n'importe quoi, parce que ça partait dans toutes les directions, et chacun prêchait pour sa paroisse en disant qu'il avait trouvé la panacée, que ça guérissait le cancer, etc., etc. Donc moi, pour moi, c'était absolument pas sérieux comme discours, et c'est que plus tard qu'en fait j'ai fait le lien que toutes ces pratiques-là, non seulement colmatent les fuites énergétiques, ou les colmatent en partie, et puis d'un autre côté, nous apportent de l'énergie vitale. Et dans une société où à peu près tout ce qu'on fait nous pompe de l'énergie, nous pompe d'énergie vitale et nous encrasse, dès qu'on découvre quelque chose qui nous apporte de l'énergie et qui nettoie notre corps, bah, tout de suite, bien sûr, ça apparaît comme la panacée, puisque tout d'un coup, un faisceau lumineux, un ray de lumière arrive dans une pièce sombre. C'est pour ça que toutes ces personnes considèrent qu'elles ont trouvé la panacée, parce qu'effectivement, elles ont trouvé la lumière, elles ont trouvé un truc qui fonctionne. Mais tout ça, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus global que tu appelles la médecine intégrative. Et en fait, ça concerne tout simplement, ça procède de la logique qu'on apporte de l'énergie vitale, on colmate les fuites, on apporte le bon carburant à son corps et tout rentre dans l'ordre naturellement par l'intelligence de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc je pourrais énumérer d'autres antidotes. Je vais prendre une liste pour ne pas en oublier. Parmi celles que je n'ai pas encore citées, il y a les massages, il y a le chant de mantra, la musique, la lithothérapie, le sun gazing, le repos, le jeu, la marche pieds nus, l'alimentation vivante et végétale, le jeûne, les purges, les lavements, les huiles essentielles, les plantes médicinales, les jus de légumes, les compléments alimentaires, les outils de développement personnel, l'analyse transactionnelle, la psychothérapie, le tantra, les constellations familiales. Voilà. Donc, c'est certainement pas exhaustif, mais ça donne déjà un bon tour d'horizon de tous les antidotes qui permettent de colmater les fuites et qui permettent d'apporter de l'énergie vitale au corps. Et si jamais je devais en retenir juste un noyau qui permette vraiment de transformer le corps et de partir sur une autre dynamique après, ça va vraiment être l'alimentation végétale,
reminéraliser son corps, que ce soit avec du quinton, des jus de légumes, le vitaliser avec des pratiques hygiénistes de son choix. Je viens de les énumérer, il y en a plein. Faire ses purges, parce que sans les purges, ça va bloquer un moment ou un autre, et l'hormèse, et le reste suivra naturellement. Voilà. Donc ça, avec ce noyau-là, alimentation vivante, reminéralisation, vitalisation, hormèse, euh, on, on transforme complètement sa vie et sa santé. Eh ben, moi, j'aurais plus qu'une dernière question parce que ça a été riche. Tu as donné des dizaines et des dizaines d'outils. Alors, je pose cette question très souvent, mais beaucoup vont écouter, beaucoup vont dire: «Waouh, ce qu'il a fait, c'est fou. J'aimerais pouvoir faire comme lui». Toi, tu l'as fait. Moi, je l'ai fait avec ce que j'avais à faire dans mon chemin de vie. Mais Mhm. quel serait le conseil que tu pourrais donner pour, parce qu'évidemment, tout le monde a compris ce que tu nous as partagé, je pense et j'espère, mais il y a le moment où, bah, c'est bien et la prise de conscience, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu aurais comme outil pour créer l'élément déclencheur pour faire enfin ce qui nous donne envie, mais qu'on n'ose pas faire par nos peurs? Donc comment déclencher tout ça, ce changement qui nous donne envie, mais dont on a peur d'aller parfois? J'ai envie de dire, là, on touche vraiment au miracle de la vie, au mystère surtout de la vie. Et, et il y a une phrase que j'aime bien d'un psychothérapeute, Lévi Bethléem, je ne sais plus, je ne me rappelle plus son nom, Mmh. où il disait en substance que pour trouver l'énergie d'opérer des changements dans sa vie, il fallait être suffisamment insatisfait de sa propre existence. Et c'est pour ça que pour être amené à faire tous ces changements, eh bien, je pense qu'il faut vraiment profondément ne pas être content, ne pas être satisfait de sa vie et vouloir aller vers autre chose. Parce que le changement, ça demande des réflexions, des efforts, de l'énergie, des choix. Et si on n'est pas prêt à lâcher son ancienne vie, si finalement elle nous est suffisamment confortable, suffisamment acceptable, à ce moment-là, je ne pense pas qu'on puisse vraiment euh, avoir ce déclic et basculer vers autre chose. Certaines personnes vont apporter des petites choses, par exemple de la douche froide, des petits éléments, se mettre à faire un sport ou se mettre à faire une activité artistique qui va leur faire du bien, simplement pour maintenir, j'ai envie de dire, la tête hors de l'eau. Voilà. Et dès qu'elles commencent un petit peu de couler, pof, elles font quelque chose d'un petit peu mieux pour continuer à vivre comme elles faisaient avant. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont suivre des thérapies ou qui vont s'intéresser à plein de choses qui fonctionnent dans l'hygiénisme, dans les médecines intégratives, et qui derrière, finalement, ne vont pas changer grand-chose dans leur vie, parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de changer, elles ont envie de continuer de vivre comme avant, et elles vont simplement apporter les modifications qui vont leur permettre de continuer à vivre comme avant. Donc ça, qu'est-ce qui fait qu'une personne tout d'un coup va s'éveiller et va complètement transformer sa vie, avoir ce déclic? Ça fait partie vraiment du mystère. Et, et, et je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut intervenir. Je crois que c'est vraiment le chemin personnel de chacun. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est quelque chose de très positif derrière ça. C'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et on pourrait se dire, bah, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes comme moi qui pensent que la vie est merveilleuse, que tout a sa place, tout est juste, alors qu'il y a autant de souffrance? Eh bien, en fait, les souffrances, c'est pas qu'elles sont à chercher ou qu'elles sont désirables, bien au contraire. C'est simplement que les souffrances contiennent en elles le germe de la transformation vers l'éveil. Et c'est parce qu'on a souffert, en général, qu'on va s'éveiller, qu'on va s'ouvrir à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit stop, continue à vivre comme ça ne m'intéresse plus, je veux voir autre chose. Et s'il n'y avait pas la souffrance, eh bien, je ne pense pas qu'on le ferait. Donc c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très optimiste et qui fait partie des lois de l'univers, cette loi selon laquelle tout le négatif, entre guillemets, a le pouvoir de se transformer en positif. Que ça soit dans sa propre existence, à l'échelle d'une vie, on fait des expériences désagréables, négatives, et on les transmute, et on se rend compte que c'était pour notre bien. Soit à ce moment-là, on ne le réalise pas dans cette vie, et notre exemple
la souffrance que ça a engendré derrière, ça sera vu par nos descendants ou par les personnes qu'on va côtoyer, qu'on a côtoyées durant sa vie, et à qui on va servir d'exemple. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu souffrir d'autres personnes et elles se disent, eh bien, ça a été un déclencheur pour elles. Donc cette personne-là qui a souffert, qui est peut-être morte d'une maladie qu'elle aurait pu, pour lesquelles il y avait des solutions, on pourrait se dire, bah, pour elle, elle a souffert pour rien. Mais en fait, non, parce que ça a éveillé d'autres personnes dans son entourage. Exactement. Donc moi, je rajouterais que au quotidien, au lieu de subir, eh bien plutôt essayer de comprendre ce qui se passe, hein, voilà, au quotidien, plutôt que de prendre de la chimie à chaque fois, hein, pour pas citer les médicaments, bah, plutôt essayer de comprendre l'origine du problème et tester des tas de choses pour que ça limite sa nouvelle venue, hein, parce qu'on le voit, hein, on règle jamais rien qu'avec la chimie. Donc le respect qu'on se doit, c'est d'essayer de se comprendre et de savoir qui on est. On va pas finir là-dessus, mais presque, hein. Savoir qui on est, c'est un autre sujet, hein, ça mériterait une visio Mhm. aussi. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis heureux? Tu l'as dit au début, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Être heureux, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tu es heureux? Quand on répond oui, normalement, la santé suit derrière quand même, hein. Je pense que tu es d'accord. Eh bien, je disais en tout début de visio que la santé, c'était quelque chose de naturel pour l'être humain. La joie, c'est la même chose. Et c'est ça qui est formidable avec l'hygiénisme, avec l'alimentation vivante, c'est que plus on va nettoyer son corps, plus on va redevenir soi et plus la joie va venir spontanément. Et moi, j'étais quelqu'un de mélancolique et je me suis littéralement transformé au fur et à mesure. Et c'est ça, en fait, qui donne envie de continuer sur ce chemin de la santé, c'est tout simplement parce que c'est source de joie, de plaisir, et en fait, il y a tellement d'avantages que on continue le chemin après par plaisir. Voilà. On le fait au départ pour peut-être résoudre un problème de santé, et après on le continue parce que ça devient une philosophie, ça devient du plaisir au quotidien, un nouvel art de vivre. On se rend compte qu'il y a tout à recréer dans notre société, et comme on est justement à une période charnière, ben en fait, toutes les solutions dont on a besoin, elles arrivent au bon moment. Voilà. Comme dit Irène, une phrase que j'aime beaucoup, on a tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, où il faut. Voilà. Il suffit de suivre les lois du vivant et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Exactement. Donc, ton intervention a été suffisamment riche, je pense. J'ai l'habitude depuis le début de laisser le mot de la fin à l'intervenant. Si tu n'as encore un petit, je te le laisse. Si tu as dit tellement de J'en choses. tente un, je tente celui qui vient à l'esprit. Euh, on a, il y a beaucoup de croyances à changer dans la société, des croyances qui nous apportent des troubles. Et en fait, dans l'univers, dans notre vie, tout est absolument possible et c'est à nous de choisir nos croyances. Nos croyances, c'est elles qui vont créer notre réalité et donc on est vraiment créateur de sa vie. Donc tout est possible, on est là pour le réaliser. Donc il est bien, si on veut prendre sa vie en main, si on veut être heureux, en pleine santé, de choisir les croyances qui nous font du bien et de faire le ménage, tout simplement. Voilà. C'est nous qui avons notre pouvoir sur notre vie et, euh, et l'alimentation vivante, l'hygiénisme nous donne vraiment des moyens de nous les réapproprier. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Une fois de plus, moi, je rajouterais que, voilà, nous, on n'est que dans le partage. Vous pouvez expérimenter ou pas, mais voyez, ça a l'air de faire du bien à Florian, ça a l'air de me faire du bien, ça a fait du bien à plein d'autres. Donc, pourquoi pas essayer? Voilà. Eh C'est bien, gratuit, donc à c'est partir de là, vous voilà. risquez rien, si ce n'est d'avoir vécu des expériences différentes, voilà, qui vous enrichiront de Eh toute bien, manière. Florian Gomez, merci. Mhm. Merci à toi, Kevin, de ta confiance et d'avoir pensé à moi pour ce congrès sur l'immunité. J'ai à cœur de diffuser autant que possible
ce que j'ai appris à travers mes expériences. Et comme tu le disais, c'est pour moi un moment de partage qui compte, qui est important et qui me fait du bien. Voilà. Merci Florian. Ciao Kevin. Ciao. Now let's go.